Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler ma stratégie d'investissement en bourse dans les moindres détails et cette stratégie se base sur 3 axes principaux. Le premier axe, ce sont les finances personnelles et c'est hyper important de travailler dessus pour avoir les bonnes données sur vos finances personnelles et ensuite investir les bonnes sommes au niveau de votre stratégie d'investissement en bourse. Ça vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles. Ensuite, on verra la stratégie SPAC, je vous expliquerai ce que veut dire SPAC. Et enfin, le troisième axe qui est essentiel et trop négligé à mon sens, c'est le tracking, donc suivre vos performances, suivre ce qui se passe sur votre portefeuille pour ajuster votre stratégie et prendre les meilleures décisions possibles. Donc on va avoir une petite map assez complète ici et comme d'habitude, vous pouvez la télécharger dans la description, c'est gratuit, c'est le premier lien en description, donc vous pouvez aller la chercher. On va commencer par les finances personnelles. Donc, les finances personnelles, c'est pas très compliqué. Je ne vais pas y passer 36 ans, mais ce qu'il faut que vous fassiez de votre côté, c'est calculer combien est-ce que vous gagnez par mois et faire une moyenne pour savoir un petit peu combien est-ce que vous gagnez en moyenne tous les mois. Faire la même chose avec vos dépenses. Et en fait, faire ce travail, ça va vous permettre d'avoir une donnée ici, la moyenne de l'épargne que vous générez par mois, et ensuite, vous allez pouvoir la comparer au montant que vous envoyez sur vos comptes d'investissement par mois. Vous voyez ici que c'était l'année 2021 pour moi et en moyenne j'épargnais 1371 euros et j'investissais 1698 euros. Donc ces données me permettaient de savoir que j'envoyais un petit peu plus d'argent sur mes courtiers que ce que j'arrivais à épargner avec mes revenus et les dépenses que j'avais à ce moment-là. Mais c'était pour une bonne raison et on va le voir après. En 2023, donc l'année dernière, j'ai du coup des revenus qui s'élèvent en moyenne à 6003 euros, des dépenses qui s'élèvent à 3644 euros en moyenne sur les 12 mois de 2023, ce qui me donne une épargne moyenne de 2360 euros, je me suis trompé ici, 2360 et un montant investi en bourse de 900. Donc on voit déjà que sur les 2 années, il y a quelque chose qui a changé, c'est que j'épargne plus mais j'investis moins. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça et pourquoi en fait ce travail sur les finances personnelles est essentiel? Tout simplement parce que vous n'allez pas investir la même quantité de cash en fonction de la répartition de votre patrimoine. Vous voyez qu'en 2021 ici, j'avais une grosse proportion de mon patrimoine qui était en cash et garder trop de cash, c'est le laisser subir l'inflation. Donc il fallait que j'investisse un petit peu plus que ce que j'épargnais pour pouvoir investir ce cash en bourse. Maintenant que des années sont passées, aujourd'hui, donc là on est en 2024, je n'ai plus que 13% de cash. Donc vous voyez, on est passé de 36% à 13%. Mon cash, je l'ai bien réduit. J'ai bien investi en bourse. Vous voyez que la bourse représentait ici, on va dire 30% de mon patrimoine, mais 30% d'un petit patrimoine. Et aujourd'hui, j'ai 34% d'un patrimoine beaucoup plus conséquent. Donc l'équilibre entre mon investissement en bourse et mon cash est beaucoup mieux aujourd'hui. Et si je n'avais pas fait tout ce travail au niveau des finances personnelles, je n'aurais pas pu prendre la décision d'investir un petit peu moins parce que la quantité de cash que j'ai disponible aujourd'hui ne me permet pas d'investir beaucoup plus. Voilà, ça c'est hyper important. Donc pour résumer, calculez vos revenus, vos dépenses, votre capacité d'épargne et comparez-la au montant que vous envoyez sur vos courtiers, au montant que vous investissez en bourse et comparez tout ça à la globalité de votre patrimoine pour savoir s'il faut investir un petit peu plus que ce que vous arrivez à épargner ou investir un petit peu moins parce que justement vous avez de moins en moins de cash et il faut toujours garder une épargne de sécurité. Donc ça, c'était le premier axe. Et le deuxième axe, c'est celui qui va vous intéresser le plus, je pense, c'est la stratégie SPAC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la stratégie SPAC? Ça veut tout simplement dire socle passif. Donc, le socle passif pour le SP, on verra après qu'est-ce que c'est. Et ensuite, il y a également les actions quality pour le A et le Q. Donc, ça donne la stratégie SPAC. Et cette stratégie, c'est une stratégie qui est 100% action. Donc, j'utilise à la fois des ETF, mais qui sont des ETF basés sur des indices actions et des actions individuelles, des actions de qualité que je vais sélectionner avec soin. Donc, c'est une stratégie qui peut être considérée comme risquée, mais à remettre dans le contexte que moi, je suis sur un horizon d'investissement très long terme. On parle de plusieurs dizaines d'années, voire même 20 ans. Donc, cet horizon d'investissement me permet d'investir aujourd'hui avec des risques que je suis prêt à prendre et donc j'investis à 100% sur les actions. Sachant que les études prouvent que la classe d'actifs qui est le plus performant au niveau des marchés financiers, ce sont bien les actions. Donc, c'est la classe d'actifs que je privilégie.
Pour ça, je vais utiliser à la fois le PEA et le compte titre. Mon PEA aujourd'hui, c'est Boursorama et j'ai deux comptes titres, Interactive Broker et Scalable Capital. Moi, j'ai fait n'importe quoi, mais vous avez compris. Donc, Interactive Broker, je l'utilise essentiellement pour les actions individuelles sur compte titre et Scalable Capital, je l'utilise pour les ETF. Si vous voulez savoir exactement la stratégie en détail, encore plus en détail que ce que je vais vous apporter dans cette vidéo, vous avez l'atelier SPAC dans la description. C'est justement une vidéo de 30 minutes qui vous explique le moindre détail de ma stratégie. Je vous ai dit qu'il y avait deux pôles dans la stratégie SPAC. Le premier pôle, c'est le socle passif, donc SP. À quoi est-ce qu'il va me servir ce socle passif? Il va me servir à 4 points qu'on verra ici ensuite. Mais sur quoi est-ce qu'il va s'appuyer ce socle passif? Il va s'appuyer sur des ETF. Donc qu'est-ce que c'est que des ETF? Ce sont des instruments financiers destinés à répliquer fidèlement les variations d'un indice à la hausse comme à la baisse. Donc en gros, c'est les financiers qui ont inventé un produit qui va nous permettre de suivre des indices très facilement. Donc imaginez le CAC 40. Dans le CAC 40, vous avez plusieurs entreprises comme Total, LVMH, Renault, Hermès, Schneider Electric, Vinci. Et si vous vouliez suivre le CAC 40 sans passer par des ETF, il faudrait acheter les 40 entreprises et respecter leur pondération au niveau de l'indice, ce qui serait excessivement compliqué. Donc, ce que les financiers ont inventé, ce sont des ETF, ce sont des trackers, ce sont des produits qui vont suivre l'indice. Et au lieu d'acheter action par action, vous allez uniquement acheter un ETF qui va vous permettre d'être exposé aux 40 actions ici du CAC 40 avec un seul produit financier. Et ça, c'est très pratique parce que ça va nous permettre justement d'avoir une diversification qui est très simple. C'est un énorme avantage des ETF et c'est ce pourquoi je les utilise, c'est que c'est excessivement simple d'avoir une diversification. Vous voyez qu'on peut suivre le MSCI World qui est composé de 1510 entreprises. Imaginez acheter 1510 entreprises une par une, c'est compliqué, alors qu'avec un ETF, c'est faisable en un clic. Ça vous permet d'être diversifié au niveau du coup des régions géographiques, des pays. Vous voyez ici qu'on a 70% sur les États-Unis, on a 6% au Japon, on a un petit peu au niveau du Royaume-Uni, de la France, du Canada et également d'autres pays. Et les ETF vous permettent également d'être diversifiés au niveau des différents secteurs. Donc on va avoir la technologie, les finances, la santé, la consommation non obligatoire, l'industrie, l'énergie, etc., etc. Donc ça, c'est un des gros piliers et un des gros avantages des ETF. Cette diversification, elle nous permet de contrôler le risque spécifique. Ça, c'est une notion qui est un peu plus poussée, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous investissez sur des actions individuelles, imaginons Total, il peut y avoir un risque spécifique à cette entreprise. Qu'est-ce que c'est un risque spécifique? Tout simplement, un scandale au niveau d'une plateforme, une énorme marée noire, j'en sais rien, un gros scandale au niveau de l'entreprise qui va faire que ses résultats vont chuter, sa réputation va chuter et donc potentiellement son cours de bourse va chuter aussi. Et l'idée avec ce socle passif et les ETF, c'est de limiter ce risque spécifique. Vous voyez qu'on limite ce risque en se diversifiant. On a le nombre d'actifs ici et plus le nombre d'actifs est grand, plus on dilue ce risque spécifique jusqu'à la porter ici à un risque spécifique minimum. Ensuite, en bourse, il y a un autre risque qui est en dessous ici, c'est le risque systémique, le risque de marché, c'est le fait qu'il y a une crise boursière, que la bourse s'effondre, mais ça c'est une généralité et ce sera le cas sur toutes les classes d'actifs, notamment sur toutes les actions, les ETF, etc. Donc les risques spécifiques, ça peut être les résultats des entreprises, un facteur géopolitique, l'échec d'un produit, un scandale dans l'entreprise, et donc les ETF vont nous permettre d'être diversifiés et d'éviter d'être exposés à ce genre de risque. On sera exposé à ce genre de risque dans la partie action de qualité, mais vous verrez qu'avec le travail d'analyse et de sélection, on va essayer de limiter également ce risque spécifique. Ensuite, à quoi me sert le socle passif? Il me sert à limiter la volatilité de mon portefeuille. Parce que oui, la volatilité c'est important et sur le long terme, c'est cette volatilité qui va nous permettre également d'avoir une performance, puisque s'il n'y avait pas de volatilité, les cours de bourse ne bougeraient pas et on ne pourrait pas avoir une bonne performance comme ce que peuvent nous apporter les actions. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je veux un portefeuille ultra volatile et qui fait exactement ça. Ici, on a une situation de forte volatilité. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ici, on a une situation de faible volatilité.
ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais dans une amplitude beaucoup plus réduite. Et ça, c'est ce que je souhaite moi pour mon portefeuille. Je souhaite avoir une bonne performance et une volatilité qui est maîtrisée pour éviter de faire les montagnes russes. Et ce qu'on voit d'ailleurs avec mon portefeuille ETF, c'est que sa volatilité est de 24,50%. Et quand on la compare au S&P 500, donc l'indice des 500 plus grandes capitalisations américaines, la volatilité de l'indice, du coup sur la même durée que par rapport à mes ETF, on est à 29,86. Donc je vois que mon portefeuille ETF vient bien jouer son rôle au niveau de la volatilité en tassant celle-ci. Et ensuite, l'objectif du socle passif, c'est d'essayer de répliquer la performance du marché. Donc vous voyez que sur le MSCI ACWI, et c'est mon indice de référence, donc c'est un indice qui a à la fois les pays développés et à la fois les pays émergents. Sur 10 ans, on est à 11,07. Sur 5 ans, on est à 11,68% de performance. Et depuis les années 2000, on est à 5,83. Donc on voit quand même que les 10 et 5 dernières années ont été assez performantes. Et de mon côté, sur ce socle passif, j'ai actuellement 30% de mon portefeuille et c'est à chacun de l'adapter en fonction de son aversion au risque, de son horizon d'investissement et de sa compréhension aussi de l'analyse d'action sur laquelle on va passer juste après et je vais vous expliquer les 3 étapes que je mets en place pour les analyser. Mais plus vous êtes à l'aise avec l'analyse d'action et plus vous êtes sûr de vos choix, plus vous pouvez surpondérer les actions de qualité. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec l'analyse d'action, qu'il vous manque de l'expertise, alors surpondérer le socle passif peut être une bonne idée. Le portefeuille SPAC, ça peut être tout à fait 50% de socle passif et 50% d'actions de qualité. On va aller voir les actions de qualité et on va voir pourquoi est-ce qu'on va s'exposer aux actions de qualité. Pourquoi je vais m'exposer aux actions de qualité. L'objectif, donc, c'est de sélectionner des actions de très haute qualité et cette sélection a beaucoup d'avantages. Les actions de qualité offrent une surperformance sur le long terme. On sait, la bourse, sur le long terme, en tout cas les cours de bourse suivent les fondamentaux. Une entreprise qui a des très bons fondamentaux et des fondamentaux qui évoluent favorablement sur 5-10 ans aura, dans la majorité des cas, une bien meilleure évolution qu'une entreprise qui a de mauvais résultats ou qui a des fondamentaux très mauvais avec une grosse cyclicité des résultats, beaucoup de dettes, etc. Il y a moins de risques spécifiques à l'entreprise. Plus une entreprise est de qualité, moins il y a de risques qu'il y ait des scandales, qu'il y ait des échecs au niveau des produits, qu'il y ait une grosse fluctuation au niveau des résultats. Donc on se prémunit également des risques spécifiques. On a des entreprises qui sont moins volatiles sur le long terme. Et enfin, on a des entreprises avec un fort avantage concurrentiel. Donc les entreprises qui ont un fort avantage concurrentiel sont beaucoup plus protégées des attaques de la concurrence. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut pour nos entreprises de qualité puisqu'on veut qu'elles perdurent dans le temps. Si on regarde ce petit schéma ici, on a du coup en bleu des actions de qualité. Donc c'est une étude qui a été faite par Schroeder entre 1988 et 2014. Et en orange, on a le MSCI Value. Si on regarde sur All Periods, donc les périodes de faible volatilité et les périodes de haute volatilité, si on fait du coup la moyenne de toutes les périodes, on a les entreprises de qualité qui semblent mieux performer que les entreprises ici du MSCI Value. Donc ça déjà, c'est une bonne indication. Et quand on regarde également ce schéma, on a du coup sur les entreprises de qualité en orange et du coup les entreprises moyennes en grise, des good events, donc des bons événements, et des bad events, des mauvais événements. Les bons événements vont plutôt tirer le cours de l'action vers le haut et les mauvais événements vont plutôt tirer le cours de l'action vers le bas. Et globalement, si on regarde au niveau des good events, donc des bons événements, ils arrivent plus souvent sur les actions de qualité. On voit qu'un paiement de dividende, ça arrive plus souvent sur les actions de qualité, une augmentation de dividende également, ou alors un rachat d'actions également. Et quand on regarde les mauvais événements, ça arrive plus souvent sur les entreprises moyennes et moins souvent sur les entreprises considérées de qualité. Donc on a la coupure d'un dividende ici, on a l'émission d'actions, on a une perte enregistrée par l'entreprise, on a des cash flows négatifs, on a des bénéfices qui décroissent de 20% et une sous-performance de 20%. Vous voyez que ces mauvais événements arrivent plus souvent sur les entreprises considérées comme moyennes que sur les entreprises de qualité. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ces entreprises de qualité? Alors, il y a 3 temps. C'est l'analyse QFV, donc Q pour l'analyse quantitative, F pour l'analyse fondamentale et V pour valorisation. C'est les 3 temps de l'analyse. L'objectif de l'analyse quantitative, ça va être de regarder la croissance de l'entreprise, sa profitabilité, sa rentabilité, ses dettes pour savoir si elle est en bonne santé financière, son dividende, sa performance passée. On va regarder tout ce qui est chiffré.
Et l'objectif de cette analyse, c'est de garder le top 5% des actions. Une fois qu'on a le top 5% des actions, sur ce top 5%, on va faire l'analyse fondamentale. On va aller voir comment se structure le business. On va essayer de comprendre quelle est l'activité de l'entreprise, quels sont les produits qu'elle vend, qui sont ses clients, comment est le management, comment ça se passe en interne dans l'entreprise, quels sont les risques, quelles sont les perspectives d'avenir, etc., etc. Et le but de cette analyse, c'est de garder le top 1%. Donc, c'est vraiment une grosse sélection. On va essayer de se concentrer sur les meilleures entreprises possibles. Et enfin, on a la partie valorisation, puisque c'est bien d'avoir des entreprises de qualité, mais c'est encore mieux de les acheter à un prix qui fait sens, voire même à un prix qui est considéré comme sous-évalué par rapport à ses fondamentaux. Donc, l'idée ici, c'est globalement d'éviter les grosses surévaluations. Par exemple, vous connaissez tous Nvidia. Nvidia qui est une entreprise de qualité effectivement, mais qui a eu des périodes où elle était drastiquement surévaluée par rapport à ses fondamentaux. Donc, est-ce que c'était le moment de l'acheter? Peut-être pas. Je vous montre à quoi peut ressembler une analyse d'entreprise. Donc ici, on est sur l'analyse quantitative. On va analyser la croissance, la profitabilité, la rentabilité, la santé financière, le dividende. Ici, je ne l'analyse pas puisque le dividende chez Alphabet, donc là, c'est l'analyse de Google, est très récent. Les différents scores que j'utilise au niveau des différents sites et les performances. Je ne vais pas tout passer évidemment, mais voilà comment ça se présente. On va analyser la croissance du chiffre d'affaires de Google. On va regarder sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans. Et ensuite, j'ai un barème de notation ici. Si la croissance est supérieure à 12%, c'est 2 points. Si c'est entre 8 et 12%, c'est 1 point. Si c'est moins de 8%, c'est 0 point. Et j'évalue également l'évolution de cette croissance. Si la croissance à 5 ans est supérieure à la croissance à 10 ans, c'est 4 points. Tout simplement parce que ça veut dire que sur les 5 dernières années, l'entreprise a eu une meilleure croissance que sur les 5 années précédentes. Et donc, ça veut dire qu'elle est plutôt sur une pente ascendante. Si c'était l'inverse, ça pourrait dire tout simplement que l'entreprise est plutôt sur une phase descendante. On fait pareil pour le bénéfice net, on fait pareil pour les cash flows et on fait pareil pour tous les critères. Ensuite, on a l'analyse qualitative, donc l'analyse fondamentale. On va poser différentes questions. Par exemple, quels sont les produits vendus au niveau de Google? Et on va avoir du coup tous les produits pour essayer de comprendre ce que fait Google. On va avoir Google Search, Google Ads, YouTube, Google Cloud, Android, Google Maps, etc. etc. Si on a un petit schéma ici, on peut également regarder les concurrents de l'entreprise. Donc au niveau de la recherche en ligne et la publicité numérique, on va avoir Microsoft, Apple, Amazon. Au niveau du cloud, on va avoir Amazon avec AWS et Microsoft avec Azure. Au niveau des produits matériels, on va avoir Apple, Amazon, etc. etc. Donc voilà, l'idée c'est de comprendre l'entreprise sur le bout des doigts pour être sûr que c'est une entreprise de qualité. Et donc une fois qu'on a fait ce travail, on garde du coup le top 1% et ensuite on fait un travail au niveau de la valorisation pour savoir si elle est surévaluée ou sous-évaluée. Ensuite, on en arrive au troisième axe qui est hyper important, c'est le tracking. C'est William Edwards Deming qui disait « Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas ». C'est entièrement vrai. Donc, j'ai cherché un outil qui me permettait de suivre la performance de mon portefeuille en prenant en compte absolument tous les paramètres, à savoir les frais de courtage que je paye, les impôts sur les dividendes perçus, le taux de change. Donc vraiment avoir quelque chose de très précis. J'ai trouvé cet outil, il s'appelle Portfolio Performance. C'est un outil qui est gratuit, open source, un peu galère à prendre en main. Mais voilà, si jamais vous voulez vous y aventurer, c'est très bien, complexe, mais très bien. Ça me permet d'avoir cette interface. Donc ce que je peux voir ici, c'est que mon portefeuille aujourd'hui a un taux de rendement annualisé de 14,74% contre 12,82% pour le MSCI ACWI, qui est mon indice de référence. Si je regarde mes actions par rapport au S&P 500, puisque la majorité de mes actions sont US, même si elles ne le sont pas toutes, je compare quand même mon portefeuille actions au S&P 500, je vois que je suis à 16,31 contre 16,36. Et mes ETF sont sensiblement à la même performance que le ACWI ici, puisque je suis à 12,52%. Ensuite, ce qui est génial avec cet outil, c'est que je peux suivre la performance de mon portefeuille mois par mois. Donc là, je suis à moins 1,9% sur le mois d'août, alors que le MSCI ACWI fait moins 4,2% au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vois que mon portefeuille semble plus résilient sur la baisse du mois d'août. Ce qui me permet aujourd'hui, depuis que j'ai mis en place la stratégie SPAC, c'est-à-dire 2022, de surperformer sur les 3 dernières années. J'ai fait moins 7,4% en 2022, alors que le MSCI ACWI a fait moins 13,6% et que le S&P 500 a fait moins 14,1%. J'ai fait 23,6% en 2023 alors qu'il a fait 18,6% et le S&P 500 a fait 22,4%.
Et sur 2024, je suis à 12,4% sur mon portefeuille contre 10,5% pour le ACWI. Par contre, le S&P 500 surperforme mon portefeuille aujourd'hui avec 15,4%. Et ce qui est très cool aussi, c'est que je peux contrôler les paramètres de risque, à savoir la volatilité, le max drawdown, donc la chute maximale de mon portefeuille. Et ce qu'on voit ici, c'est que au niveau du ACWI, on a un max drawdown de 16,25%, alors que mon portefeuille a 14,60%. Et on a la même volatilité, 27% et 27% ici. Donc globalement, j'arrive avec ce portefeuille à avoir une performance supérieure au ACWI avec des paramètres de risque inférieurs. Donc c'est avec ces chiffres, c'est avec cette mesure que je peux aujourd'hui dire que sur les 4 dernières années, mon portefeuille a été plus performant et plus résilient que le MSCI ACWI. Et ensuite, cet outil me permet d'avoir pas mal de données sur chaque ligne de mon portefeuille. Ici, je les ai classées par performance absolue. On voit que ma meilleure performance, c'est Carlyle avec 243%. J'en ai deux autres qui sont pas loin des 100%. Et ma moins bonne performance, c'est LVMH, moins 4,21%. Mais c'est mon dernier achat. C'est un achat que j'ai débuté en juillet 2024. Donc forcément, le temps n'a pas eu le temps de faire son effet. Cette phrase ne veut rien dire, mais bon, vous avez compris. Et ça me permet d'avoir pas mal de données. Donc j'ai la valeur globale de marché ici, j'ai la volatilité de chaque titre, j'ai le max drawdown de chaque titre, donc la chute maximale de chaque titre. Donc on peut voir par exemple que Meta aujourd'hui m'apporte une performance de 70%, mais quand on compare à sa volatilité et à son risque, elle a une volatilité de 91% et 71% de max drawdown. Donc elle a eu une chute assez violente quand même. On avait d'ailleurs pu voir cette chute lors de l'année 2022, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc ça me permet de comparer un peu la performance de chaque titre par rapport au risque de celui-ci et de voir si ça correspond à ma vision et si ça correspond à ce que je veux mettre en place pour mon portefeuille. Et j'ai également les dividendes perçus par ligne. Donc on peut voir par exemple que Lockheed Martin m'a versé 152 € de dividendes, puisque en fait ces dividendes, il y a le taux de change qui a été pris en compte, puisqu'ils m'ont été versés en dollars. Le taux de change a été pris en compte puisque c'est automatiquement changé sur mon courtier. Et j'ai également pris en compte les prélèvements à la source, donc les impôts que je paye sur les dividendes perçus. Voilà, en gros pour la grosse photo au niveau de ma stratégie. Donc l'axe numéro 1, travail sur les finances personnelles. Axe numéro 2, stratégie SPAC. N'oubliez pas, vous avez l'atelier en description qui vous donne encore plus de détails. Et ensuite, le tracking avec Portfolio Performance qui me permet de mesurer ce que je fais et de prendre des décisions pour essayer de toujours améliorer ma performance, la résilience de mon portefeuille et continuer sur cette lancée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si jamais vous voulez regarder une autre vidéo sur mon évolution au niveau de mes finances personnelles, les derniers achats que j'ai fait sur mon portefeuille, vous pouvez cliquer ici. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Clément.